Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du nouvel iPad Pro, celui avec la puce M1 à l'intérieur, et j'ai aussi installé iOS 15 dessus, parce que je pense que ça aurait été un petit peu idiot de pas attendre iOS 15, puisqu'à mon avis, vous comme moi, on avait aussi beaucoup d'attentes sur le software, en plus du hardware de ce nouvel iPad Pro. Cette gamme d'iPad, je pense qu'on n'a plus besoin de la présenter. C'est de très loin la meilleure expérience tablette qui existe sur le marché, et l'iPad Pro représente la polyvalence absolue. On peut s'en servir pour du divertissement, que ce soit pour regarder des vidéos YouTube, des films, des séries. Le format est super pour ça lorsqu'on ne veut pas garder un ordinateur sur les genoux. Pour du jeu, c'est super aussi. En connectant par exemple une manette, il y a moyen de bien s'amuser. Côté productivité, l'Apple Pencil peut être super pratique, avec un iPad OS qui l'intègre de mieux en mieux chaque année. Et enfin, dans plein de métiers où l'on a besoin de faire des croquis, ou même lorsque l'on est étudiant, le Pencil rajoute un vrai avantage par rapport à un ordinateur. Ça nous permet de gagner du temps et de faire des choses qui seraient impossibles sans lui. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces usages, oui, peut-être que vous avez besoin d'un iPad, ou juste envie, ça marche aussi, mais est-ce que vous avez besoin d'un iPad Pro ? Surtout le dernier modèle. Parce que là, tout ce que je viens de vous citer, on peut aussi le faire sur d'autres iPads qui eux aussi sont très puissants et qui sont bien moins chers. On en reparlera dans la vidéo parce que si vous en recherchez d'occasion ou même en reconditionné, vous avez moyen de faire de bonnes affaires sur des modèles assez récents, parce que là, l'iPad Pro 2021 en lui-même coûte une sacrée somme, et dès que vous commencez à l'équiper un petit peu avec un clavier, avec le stylet, on atteint vite un budget très élevé que seuls quelques usages pro peuvent justifier. On va donc voir tout ce qu'il y a de nouveau sur l'iPad Pro 2021 et surtout on va se poser la question de savoir si c'est vraiment mieux que ce que font déjà les iPads qui existent et qui sont toujours très bons. La plus grosse nouveauté sur la fiche de spec, c'est l'écran du modèle 12,9 pouces qui utilise la technologie mini LED pour le rétroéclairage. Pour vous la faire simple, et contrairement à de l'OLED par exemple, un écran LED, il a toute sa dalle qui est rétroéclairée par des LED derrière le panneau. Et le mini LED, c'est le même principe, mais comme le nom l'indique, les LED sont plus petites. Pour couvrir la même surface, elles sont donc bien plus nombreuses. Et donc, par rapport à du LED classique, ça permet de contrôler plus précisément l'éclairage, et ce qui fait que les zones très lumineuses seront mieux gérées, tout comme les zones très sombres. On a un contraste plus prononcé qui se rapproche de ce que l'on peut obtenir avec l'OLED, sans pour autant en avoir les désavantages tels que le marquage de la dalle, ou encore la sursaturation des couleurs. Donc on peut se dire, super, et c'est aussi ce que je pensais, je m'attendais vraiment à avoir un effet waouh la première fois que j'allais avoir ce nouvel écran en face des yeux, et au final, honnêtement, pas tant que ça. Il y a vraiment rien de spectaculaire, j'ai pas vu une différence vraiment flagrante par rapport aux autres écrans des autres iPads. Là, pour tout ce qui est l'utilisation classique du quotidien, je sais pas, la navigation sur internet, les jeux, des conférences... Même regarder des vidéos classiques sur YouTube par exemple, je ne vois pas de différence entre cet écran et un autre. Et ceux qui me disent que si, franchement, rangez votre microscope, c'est vraiment pas flagrant du tout. Et le seul moment où on pourra apercevoir une petite différence subtile entre cet écran mini LED et un écran LED classique, c'est lorsque l'on regarde du contenu HDR. Dans ce cas précis, on voit que sur un écran d'iPad d'ancienne génération, les noirs peuvent apparaître un petit peu grisâtres, là où ils sont presque parfaitement noirs sur le mini LED de l'écran de l'iPad Pro 12,9 pouces 2021. Donc oui, ça se voit, mais honnêtement, je le vois parce que j'ai mis les deux à côté. En vrai, lorsqu'on n'a pas de point de comparaison, ça saute absolument pas aux yeux. On va simplement avoir des pics de luminosité plus élevés sur celui-ci. Donc ça se traduit par des différences un petit peu dans les traits très blancs et les traits noirs. Mais par exemple, tout ce qui est fidélité des couleurs, ça n'a aucune incidence, le mini LED. Ce sera exactement les mêmes couleurs sur cet écran ou sur celui des iPads, je dirais, à partir de ceux de 2018. Donc tout ce qui est sorti en 2018 et après, qui ont des écrans qui sont excellents, les couleurs seront les mêmes. Et petite subtilité, l'iPad Pro 2021 11 pouces n'a pas d'écran mini LED, c'est bien uniquement celui-ci, le gros, le 12,9 pouces. Les autres personnes à qui j'ai comparé les deux technologies d'écran n'ont pas non plus vu de différence à première vue, donc vraiment, vous focalisez pas trop sur ça.
ça ne fait pas une différence flagrante du tout, et il faut pas se précipiter sur ce nouvel iPad Pro en pensant que ça va nous changer la vie. Visiblement, le mini LED n'a pas non plus d'incidence sur la consommation et donc sur l'autonomie, puisque j'ai trouvé que l'autonomie de ce nouvel iPad Pro n'est pas meilleure que celle des anciens iPad Pro avec la même taille d'écran et donc la même batterie. Ça reste ok, je dirais, mais c'est toujours pas une autonomie incroyable, d'autant plus que la puce M1 est censée être peu énergivore. Si vous l'utilisez toute la journée, par exemple pour votre travail ou alors en cours, il faudra le recharger tous les soirs. Clairement, vous y couperez pas et la recharge est très lente. Il faut à peu près 4 heures pour le recharger entièrement. On n'a pas de charge rapide. Pour vous donner une comparaison, l'iPhone, si vous le rechargez 30 minutes, vous récupérez 50% de batterie. Là, l'iPad Pro 2021, en 30 minutes, je récupère même pas 20%. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mieux avoir sa batterie pleine avant de débuter sa grosse journée. Pour ce qui est des specs, je vous le disais, à l'intérieur de ces nouveaux iPad Pro, Apple a mis le processeur M1 et dépendamment du stockage que l'on choisit, qui monte jusqu'à 2 Tera, on pourra avoir 8 ou 16 Go de RAM. C'est énorme, c'est la même puissance que les iMac, les nouveaux MacBook Pro, les MacBook Air et le Mac Mini M1. Apple avait la possibilité de mettre la même puissance dans cet iPad Pro, du coup, ils l'ont fait. C'est assez incroyable de se dire ça, mais clairement, on n'a pas besoin d'autant de puissance pour tout ce qui est prise de notes, croquis, tout ce pourquoi l'iPad est bien plus efficace qu'un ordinateur. Donc si Apple a mis autant de puissance dedans, j'espère bien que c'est pour répondre à de bien plus gros usages. Par exemple, faire du montage vidéo sur cet iPad Pro. Eh ben j'ai essayé. J'utilise LumaFusion, une sorte d'équivalent à Final Cut version mobile, allégée de plein de fonctionnalités, mais tout de même très complète. Avec, j'ai monté une vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne YouTube, et si ça m'a pris un petit peu plus de temps que ce que j'aurais pris en le faisant sur mon ordinateur, je suis arrivé au même résultat. Donc ça marche, mais pour autant, moi qui fais des montages toute l'année, je préférerais toujours le confort d'un ordinateur, mais pour des montages occasionnels, l'iPad Pro remplit son rôle. Vous la verrez quand elle sortira, c'était une vidéo très simple, hein. J'avais pas besoin de plugins, il n'y a pas de grosses transitions, de colorimétrie très poussée, et j'ai pas non plus eu besoin de multicam. Donc voilà, pour ce type de montage relativement simple, oui, l'iPad Pro 2021 fait le taf. Mais est-ce qu'un iPad Pro plus ancien, très puissant à l'époque de sa sortie et encore totalement pertinent aujourd'hui, serait moins bon que ce nouvel iPad Pro? Eh ben, j'ai essayé aussi. J'ai fait le même montage sur un iPad Pro 2018. Pas de ralentissement dans la timeline, temps d'export quasi identique à l'iPad Pro 2021. Donc au final, je me rends compte que la puce M1 et toute cette RAM supplémentaire sur le nouvel iPad Pro ne fait pas une énorme différence dans 99% des situations, même en utilisation pro. Donc vraiment, je peux pas vous donner un meilleur exemple. Le montage vidéo, c'est peut-être ce qui demande le plus de puissance, et pourtant je fais exactement la même chose avec la même rapidité sur un iPad Pro qui a plus de 2 ans. Donc c'est pas que ce nouvel iPad Pro 2021 est mauvais, loin de là, il est impressionnant, mais c'est surtout que les anciens étaient hyper puissants et on s'en rendait peut-être pas compte à l'époque, ils sont encore extrêmement bons aujourd'hui. Là, on a beau avoir la même puissance que les Mac qui sont sortis un petit peu plus tôt dans l'année sur une tablette, c'est impressionnant sur le papier et ça va lui donner une longévité qui à mon avis sera incroyable, mais on n'a quand même pas énormément d'applications qui permettent de tirer vraiment profit à 100% de toute cette puissance. En tout cas, aucune de celles que moi j'utilise puisque mon ancien iPad fait aussi bien. À l'époque, mon iPad Pro, je l'avais acheté en reconditionné sur Back Market, qui aujourd'hui sponsorise cette vidéo. Le reconditionné, ce sont des produits qui sont bien moins chers mais qui ne sont pas neufs. Par exemple, pour certains, des pièces ont pu être remplacées par du neuf, et ensuite il y a un certain contrôle qualité qui a été appliqué, ça dépendamment du sérieux du vendeur chez qui on achète le produit. Moi, j'avais fait attention de l'acheter chez un revendeur avec énormément d'avis positifs, quelqu'un de sérieux. Et lorsque j'ai reçu mon iPad Pro, j'avais honnêtement l'impression d'en recevoir un neuf. L'expérience était top. J'ai eu la boîte d'origine, ce qui est rarement le cas, hein, je le précise quand même, et j'avais un iPad dans un état impeccable, avec aucune trace d'utilisation, aucune micro-rayure sur l'écran, ni au dos, ni sur les appareils photo. Finalement, la seule crainte entre guillemets que j'aurais pu avoir, ça aurait été la batterie, puisque bah ça, on peut pas le vérifier tout de suite, c'est sur la durée. Mais là, presque 2 ans après avoir acheté cet iPad Pro,
bah j'ai aucun problème, la batterie tient encore très bien. Et de toute façon, si jamais je m'étais rendu compte assez rapidement que ça tenait pas la route, j'ai 30 jours pour me rétracter et 1 an de garantie. Comme j'étais un client satisfait à l'époque, bah je me permets aujourd'hui de vous recommander d'acheter sur Back Market. Ça vous donnera l'occasion d'avoir un iPad à un super prix, toujours parfaitement pertinent aujourd'hui, et capable de quasiment la même chose que le nouveau modèle 2021. Et puis si vous voulez absolument le nouveau, vous pouvez toujours attendre que Back Market en ait par exemple. Bref, il y a des bonnes affaires à faire, à vous de voir, et n'hésitez pas à jeter un œil aussi sur les autres produits tech que propose Back Market. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo. Au moment de la sortie de cet iPad Pro M1, tous ceux qui se sont précipités pour sortir un test le plus vite possible ont tous dit la même chose. Oui, on n'utilise pas toute la puissance de l'iPad, mais peut-être qu'avec iOS 15 ça va changer. Bon, bah j'ai pas fait la course avec eux, j'ai installé iOS 15 sur cet iPad pour voir si ça changeait réellement quelque chose. Je vous ai fait une vidéo qui vous présente iPadOS 15 sur la chaîne YouTube, et à part apporter des nouveautés 1 an plus tard que lorsqu'on les a eues sur iPhone, simplifier la compréhension du multitâche, et rajouter quelques options sympas pour la prise de notes rapide, iPadOS n'a pas subi beaucoup de changements, et pour moi ça a été une déception. Ça aurait pu être tellement mieux. Par exemple, l'application Fichier, elle n'a absolument pas évolué alors qu'elle est tellement perfectible. Sur cet iPad Pro 2021, on a également pour la première fois du Thunderbolt, donc sur le papier super, dans la réalité un peu moins super. Pour tester tout ça, je l'ai branché à mon dock Thunderbolt, et si j'ai bien pu récupérer l'image sur l'écran, impossible de faire sortir le son ailleurs que sur l'iPad, sur mon écran, des écouteurs ou des enceintes. Et comme iOS est très limité sur la sortie son, bah j'ai fait une croix dessus. Et pour tout ce qui est carte SD, SSD et autres périphériques que l'on peut brancher sur le dock, c'est aussi très aléatoire. Tout n'est pas forcément reconnu et ce n'est pas lié à un bug d'iOS 15, c'est aussi le cas sur iOS 14. Donc après ça, j'ai rapidement abandonné, je me suis fait à l'idée que les docks Thunderbolt, si c'est génial sur un PC, avec l'iPad, non, c'est encore vraiment pas pour tout de suite. Si on branche le disque de travail en direct sur le port Thunderbolt, là, oui, évidemment ça marche, il est bien reconnu. On a des débits impressionnants avec le Thunderbolt. Mais malheureusement, toute cette rapidité, on en profite assez peu. Puisque je reprends l'exemple du montage vidéo, on ne peut le faire que sur le disque interne de l'iPad. Je ne peux pas faire de montage à partir de mon disque externe, juste transférer des fichiers. Donc c'est assez limitant. Et au final, le Thunderbolt ne permet pas de faire grand chose en plus que ce qu'on pouvait déjà faire avec l'USB type C des précédents iPads. Quand on raccorde un écran en Thunderbolt, on a toujours les grosses bandes noires sur le côté à cause du format d'affichage de l'iPad, et aucun moyen de choisir un affichage étendu. Là, ce sera simplement une duplication de ce qui est aussi affiché sur l'écran de l'iPad. Et enfin, on ne peut pas non plus éteindre l'écran de l'iPad sans couper la connexion avec l'écran. C'est toujours très décevant tout ça. Donc ouais, quand on fait un test en déroulant une fiche de spec, ça a l'air bien joli tout ça. Effectivement, le hardware est génial, mais si on est limité par le software, dans la vraie vie, en utilisation réelle, on se rend bien compte qu'au final, c'est pas si génial que ça. Dernier exemple d'évolution d'iPadOS que j'aurais bien voulu voir, et après j'arrête avec ça, j'aurais bien aimé qu'on ait enfin des sessions sur l'iPad pour que ça facilite le partage en entreprise ou alors avec les autres membres de la famille. Là, si vous passez votre iPad à quelqu'un d'autre, il a accès à tous vos fichiers, toutes vos photos. Non, c'est chiant. L'iPad Pro est donc incroyable de puissance, le hardware est irréprochable, mais le logiciel, malheureusement, nous limite dès lors que l'on veut faire des choses un petit peu poussées. Donc pour ceux qui continuent d'espérer année après année que l'iPad Pro puisse un jour remplacer un MacBook, vous voyez qu'on en est encore bien loin et de toute façon ça c'est un faux débat. Apple n'a absolument pas l'intention que ce soit un jour le cas. Qu'est-ce que vous croyez? Bien évidemment que de leur point de vue à eux, ils veulent pas qu'on puisse se dire « Ah bah c'est bon, il fait exactement tout pareil qu'un MacBook, j'ai plus besoin d'un MacBook ». Bah non, ils vendent des MacBooks. En voyant la démo pendant la keynote où l'on peut passer le curseur du MacBook vers l'iPad et inversement, le message pour moi il était clair. Si l'on veut faire des tâches d'ordinateur, du montage sur Final Cut, du dev sur Xcode, de la musique avec Logic, il faut acheter un Mac. L'iPad Pro reste donc un iPad pour des tâches d'iPad.
les croquis, la prise de notes avec le pencil, pour tout ça il est imbattable, mais certainement pas pour du gros multitâche avec plein de fenêtres, pour le raccorder à une station de travail ou encore faire du gros montage vidéo, malgré le fait qu'il soit aussi puissant qu'un MacBook, un iMac ou un Mac mini, qui eux par contre seront bien plus adaptés à ces usages-là. Et c'est vraiment deux choses distinctes chez Apple, ce qui peut nous frustrer puisqu'on sait qu'il en est capable. Donc vous l'aurez compris, tant qu'iPadOS ne sera pas plus optimisé pour que l'on puisse profiter totalement de toute la puissance de cet iPad Pro, donc pas avant au moins 1 an, ce nouvel iPad Pro ne fait vraiment pas grand chose de plus et de mieux que les iPad Pro précédents. Oui, je l'admets, la nouvelle fonctionnalité de suivi de visage en visioconférence est sympa. C'est vrai que c'est pratique lorsque l'on fait une autre activité pendant que l'on parle par exemple, ou lorsque l'on est plusieurs. Mais comme la caméra est toujours placée sur le côté et non pas au-dessus lorsque l'iPad est en mode horizontal, l'angle de prise de vue est, de base, loin d'être idéal. Donc c'est cool, mais c'est pas non plus l'argument ultime. Personne ne va absolument vouloir acheter le nouvel iPad Pro rien que pour cette fonctionnalité de suivi de visage. Et même chose pour le Thunderbolt, on a vu ensemble tout à l'heure que pour tout ce qui est gestion des périphériques et des écrans, c'est encore très perfectible et que ça n'apporte quasiment rien de mieux que ce que fait déjà l'USB Type C des autres iPads. Comme nouveauté, il nous reste la 5G et le Wi-Fi 6. À vous de voir si vraiment vous trouvez ces choses-là indispensables, sachant qu'à tout moment, on peut aussi faire un partage de connexion depuis son smartphone. Le seul vrai argument, ça aurait pu être l'écran mini LED. Sublime, mais uniquement réservé au plus grand modèle d'iPad M1. L'autre n'en profite pas, reste sur la même technologie que les anciens iPad Pro, technologie d'écran qui est toujours excellente elle aussi aujourd'hui. Ces anciens écrans restent très bons. Par contre, pour quelqu'un qui filme en HDR, pouvoir faire du montage HDR avec cet iPad Pro 12,9 pouces, c'est un incroyable avantage, parce qu'un écran PC aussi bon et supportant le HDR, on n'en trouve pas en dessous de 4000, 5000 €. Donc techniquement, on peut se servir de l'iPad Pro et de son écran mini LED pour ça, mais à part pour le beau geste dans la vie, franchement j'y crois pas trop. Quand on en est à des exigences de travail qui nécessitent de filmer et de monter en HDR, est-ce que vraiment on va faire ça sur un iPad avec un logiciel d'édition vidéo qui est très limitant par rapport à ce qui existe sur ordinateur ? Non, je crois pas. Donc à moins de regarder beaucoup de films en HDR sur son iPad et vouloir absolument le meilleur écran qui existe sur un appareil mobile, même si la différence est pas si flagrante que ça, j'ai vraiment du mal à vous recommander ce nouvel iPad Pro. Il ne peut toujours pas remplacer un MacBook à cause d'iPadOS trop limitant, et tout ce que l'on fait dessus, on peut quasiment faire exactement la même chose avec la même rapidité sur d'anciens iPads qui sont toujours excellents. Donc si vous avez l'un de ceux-là, gardez-le, c'est clair, il n'y a même pas à hésiter, vous n'avez pas besoin de ce nouvel iPad Pro, et si vous comptez acheter votre premier iPad, commencez pas par celui-là. Oui, vous aurez une durée de vie exceptionnelle, je pense, mais regardez, les anciens iPads sont toujours mis à jour, même de très anciens modèles, donc gardez votre modèle existant ou en achetez un qui a 1 année ou 2, à mon avis ça peut toujours valoir le coup. Moi, mon iPad Pro 2018, il fonctionne encore comme au premier jour, c'est génial. Il est extrêmement fluide, j'ai jamais ressenti le moindre ralentissement, peu importe ce que je fais dessus, donc j'ai absolument aucune raison d'en changer. Et c'est quand j'en suis arrivé à cette conclusion-là que j'ai décidé de contacter Back Market pour en faire le sponsor de cette vidéo, parce que c'est juste parfait avec le propos que je souhaitais vous transmettre. Acheter un iPad qui a 1 an, 2 ans, peut-être même 3 d'occasion, ou alors reconditionné comme sur Back Market, c'est aujourd'hui un excellent conseil que je peux vous donner. Si vous êtes riche et que vous voulez vous faire plaisir, oui, évidemment, allez-y, il est génial cet iPad Pro 2021, mais sinon, tant qu'iPadOS ne nous laisse pas plus de possibilités d'exécution pour toute cette puissance, pour moi, il n'y a vraiment pas d'urgence pour se jeter sur ce nouvel iPad Pro. Je serais curieux d'avoir votre avis à vous sur toute cette réflexion, donc dites-moi ça juste en dessous dans les commentaires, à chaque fois je vous lis tous. Pensez aussi à laisser un petit pouce, ça soutient toujours la chaîne, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!